Combattons ensemble. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec le peintre Héritier Bilaka à propos de son œuvre intitulée Les Rejetés du Nouveau Monde. Je vais aussi parler avec Vincent Mekela, qui est professeur en environnement forestier et faunique au Collège La Cité. Il va venir nous donner le goût d'aller dans son programme. Je suis pas trop sûre pour moi là parce que... En tout cas, vous allez comprendre un peu plus tard durant l'émission. Et tout de suite, pour commencer, vous savez que chaque jeudi, on parle avec un animateur de Unique FM. Et cette fois-ci, c'est au tour de Robert Guindon. Et Robert, avant qu'on ne fasse l'émission, toi et moi, on a fait des tests pour savoir si la vidéo, le son fonctionnait bien. Et tu me confiais comme ça que ça faisait pratiquement 50 ans que tu œuvrais dans le monde des médias. Dis-moi comment ça a commencé les débuts. Les débuts, ça a commencé quand j'étais à Cornwall, dans l'est de l'Ontario. C'était pas une radio communautaire comme ici, c'était à ce moment-là une radio commerciale. On faisait Cornwall et Hawkesbury, les deux régions. CHPR, c'était à Hawkesbury. CFIX, c'était à Cornwall. Mais maintenant, ça n'existe plus. Depuis plusieurs années, je crois. Alors, pourquoi tu es allé vers cette radio-là pour aller travailler dedans? Est-ce que c'était parce que ça faisait partie de ton programme d'études ou c'est juste parce que tu avais le goût d'y aller? Je voulais faire de la radio. J'étais très, très jeune, puis j'aimais le théâtre, j'aimais n'importe quoi qui attirait l'attention. Et est-ce que les parents étaient d'accord? Parce que je me dis, 50 ans en arrière, je pense que les parents avaient la mentalité de il faut devenir avocat, médecin, mais quelqu'un qui travaille à la radio, je suis pas sûre que ce soit... à l'époque, c'était bien vu. Mon père, non, mais ma mère m'encourageait beaucoup. D'ailleurs, c'était une de mes fidèles auditrices. Ça a toujours été. Ça a toujours été elle. Et c'est bon d'avoir le soutien de ses parents. Alors, tu as commencé il y a 50 ans en arrière, ton parcours en radio. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus marqué dans toute ta carrière? C'est sûr que ta carrière continue encore aujourd'hui, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Peut-être le top 2. Qu'est-ce qui m'a plus marqué? En 1979, j'avais été nommé l'animateur country par excellence au Canada français. Et puis, j'essaie de penser à part ça. J'ai été DG d'une station. Je ne sais pas si ça a bien marqué ou peu importe, mais ça l'a marqué. Mais si toi, ça t'a marqué, c'est parce que peut-être tu sais que tu as fait quelque chose d'extraordinaire pour toi. Alors, parle-nous de ton expérience en tant que directeur général. C'était en quelle année déjà? Ça, c'était dans les années 70. 70, OK. Et... En 79, j'ai été nommé l'animateur country. Puis, par après ça, je suis revenu dans la région ici. J'ai travaillé à CKCH et CIMF. CKCH, ça n'existe plus. C'était une station AM. Et puis après ça, j'avais été approché parce que la station à Cornwall a changé de main. J'avais été approché par le propriétaire pour devenir directeur de la station à Cornwall. Et tu n'as pas hésité un instant? Parce que c'était de nouvelles responsabilités quand même, de gérer toute une équipe d'animateurs. On n'était pas une grosse équipe dans ce temps-là. On était, même moi, j'avais mon émission. C'est que ça me donnait beaucoup plus d'ouvrages. C'est sûr. Je passais 12 heures par jour facilement à la station à ce moment-là, si c'est pas plus. Là. Et explique-moi tes tâches en 1970 comme directeur d'une station de radio. J'ai envie de faire, comme tu sais, d'essayer de voir la comparaison. C'est ça le terme que je cherchais, la comparaison entre ton expérience d'avant et celle d'aujourd'hui. En tant que directeur général, c'était quoi que tu faisais? Tu avais ton émission, tu gérais une équipe, quoi d'autre?
Oui, c'est ça. Je m'occupais, j'avais une vendeuse, mais j'allais souvent sur la route avec elle pour lui montrer comment, là, tu sais, faire les ventes, faire les approches, les promotions. Je m'occupais aussi des contrats avec les agences nationales, tant à Toronto qu'à Montréal, puisque je vendais comme McDonald's et tout ça, mais c'était toutes des agences qui s'occupaient de ces contrats-là, les contrats du gouvernement également. Oui. Alors, oui, ça faisait bien de l'occupation. J'imagine. Et tu sais quoi, je vais te garder, on va te reprendre après la pause. Je veux qu'on revienne un peu sur ton expérience. Mais pour les gens qui me regardent en ce moment, juste vous rappeler que je parle avec Robert Guindon qui anime l'émission L'Express Country sur les ondes d'Unique FM. On se revoit juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Durant la pandémie, notre vie a changé et plusieurs se sont tournés vers l'alcool et les drogues pour faire face à la situation. Même si la vie reprend son cours normal, l'augmentation dans l'utilisation de ces substances persiste et certains services de police rapportent une augmentation de la conduite avec capacité affaiblie et de ses conséquences dévastatrices. Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que vous vous engagiez à ne jamais conduire avec les capacités affaiblies et à encourager toute votre famille et vos amis à faire de même. Ensemble, nous pouvons sauver des vies. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours avec l'animateur de l'Express Country, une émission présentée sur les ondes d'Unique FM les vendredis à 10h. Robert Guindon qui nous parlait de son expérience comme animateur mais aussi directeur général d'une station de télé en 1970. J'étais pas née, j'étais même pas un projet pour mes parents à cette époque-là, mais Robert était déjà en train de travailler et ça me fait penser à... Excuse-moi. Oui? C'était à une station de radio et non une station de télé. Là, oui, DG. Une station de radio. Et ça me fait penser qu'il y a un de tes collègues, qui est aussi mon collègue, Jean-Paul Moreau, qui m'a dit une phrase une fois que j'ai trouvée tellement vraie. Il dit toujours que quand tu touches à ce qu'on appelle un micro, là, tu n'arrives plus à t'en détacher. Tu as toujours envie de faire plus. Oui, c'est ça. On dirait que c'est une maladie, c'est une piqûre. C'est une piqûre qui... Oui, c'est vrai, ça. Alors, parle-nous de l'Express Country. On va parler déjà de ton amour. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, toi et moi, il y a bien des mois. Mais juste nous rappeler ton amour pour le country. Ça vient de tes parents ou c'est juste toi qui... Bien, le country, c'est ça. Ça vient de... Il n'y a personne qui voulait faire l'émission quand j'étais à Connemont. On m'a dit, ben, tu vas faire ça. Puis n'importe quoi que je faisais me donnait à 100%. Alors, peu importe, tu sais, j'avais des entrevues une fois semaine avec des artistes, puis c'est eux autres qui me mettaient en nomination. Puis finalement, j'ai gagné en 1979, l'animateur country par excellence au Canada français. Et je pense que je t'ai déjà posé cette question-là. Qu'est-ce que tu trouves si intéressant avec le country? Ben, le country, tu rencontres tout le monde, c'est des gens bien ordinaires. Comparativement à la musique populaire, les artistes sont plus difficiles d'approche. À ce moment-là, les chanteurs country, eux, ils
ils viennent te voir, tu sais, t'es pas obligé de comment je peux dire ça, de faire des démarches. Ouais. Ils viennent te voir, ils viennent à toi, ils t'écrivent. Est-ce que tu penses que c'est la même dynamique aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu animes une émission où est-ce que tu mets en avant des auteurs-compositeurs qui font de la country. Alors, je veux juste savoir si c'est la même dynamique. Est-ce que c'est encore toujours eux qui viennent vers toi ou... À peu près, à peu près. Moi, j'ai des arrangements avec un disquaire de la région, là, ici. Ça, c'est bon, ouais. Et puis, à chaque fois qu'il y a un nouvel artiste qui se présente, ben, il m'appelle puis il me dit, bon, ben, j'ai un album pour toi aussi, ou j'ai un CD pour toi de tel artiste. Et vu que il y en a beaucoup dans la région. Quand j'ai débuté, il n'y en avait presque pas. Bien, c'est sûr. Et là, dans la région aussi. On est rendu à combien d'artistes avec lesquels, on va dire, durant les 3 dernières années, peut-être plus d'une centaine ou une cinquantaine avec Dans la région de l'Outaouais, oui. Il y en a plusieurs. Là. Je ne peux pas toutes les nommer. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et tu dois être assez... Puis moi, j'ai toujours continué en français uniquement. Ouais. Parce qu'il y a d'autres stations qui font tourner les artistes anglophones. Alors moi, je préfère me limiter aux artistes francophones qui en arrachent plus pour se faire connaître que les artistes anglophones. J'ai rien contre eux autres, mais quand même, c'est pour donner plus de chance à nos artistes de la région. Et pour vrai, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont tout pour eux-mêmes. Ils sont les auteurs, ils sont les compositeurs, ils sont les arrangeurs, ils font leur propre marketing. Et pour un artiste indépendant, c'est beaucoup. Et d'avoir un coup de pouce comme toi, tu le fais avec l'Express Country, je pense que ça les aide énormément. Oui, absolument. Puis le nom de mon émission, ça fait des années que je l'ai. D'ailleurs, j'appartiens, je paye des droits pour l'Express Country. Donc, le nom m'appartient à moi. Ça fait plusieurs années. Tu es en train de créer une bonne chaîne. Merci de partager toutes ces informations avec moi. Demain, ton émission sera en ondes de 10h à 14h. Est-ce qu'on peut avoir quelques scoops de qu'est-ce que tu vas nous présenter? Bien, j'ai certaines nouveautés avec certains souvenirs aussi. Alors, je ne vais pas aller trop loin, là. Mais j'ai des nouveautés. Mais j'ai aussi des bons souvenirs qui rappellent... des bons souvenirs à certains auditeurs. Puis moi, ben, il y a toujours une partie de l'émission de 12h30 à 14h. C'est toutes des demandes spéciales. Alors, quand je débute l'émission, à 10h, je prends les appels. Puis quand ma feuille de demande est pleine, ben là, je sais que je ne peux pas en prendre d'autres, tu sais. Parce qu'en réalité, là, quand j'ai à peu près 25 chansons là, pour cette période-là, là, c'est vraiment assez. Écoute, on te souhaite bonne chance pour demain. Vu que j'ai pas pu t'arracher des scoops, on va être obligé de se connecter, moi et tous les gens qui nous regardent, 10h à 14h demain, pour écouter l'Express Country sur les ondes d'Unique FM. Le site web va apparaître, www.uniquefm.ca. Merci beaucoup, Robert, et au plaisir de se reparler. Merci infiniment. Alors, encore une fois, www.uniquefm.ca, c'est là que vous pourrez avoir toutes les informations sur l'émission animée par l'animateur Robert Guindon qui s'intitule l'Express Country. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'un programme en environnement forestier et faunique qui est offert au Collège La Cité. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens.
Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. OK. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Vous savez, en début d'émission, j'ai dit qu'on allait parler avec le professeur Vincent Mekela, qui est le professeur en environnement forestier et faunique. Et c'est pas un programme que moi, personnellement, moi, je suis authentique, dans lequel je vais m'en aller parce que on va voir des photos passer un peu plus tard. Vous travaillez avec de tout, hein? Oui. Et puis c'est par rapport aux petits bibites là, comme non, ça ne sera pas moi. J'aurai 0 dans tous les cours, hein? Alors, je veux juste te demander pour commencer, Vincent, ça fait combien d'années que tu es professeur? Oui, donc c'est ma 2e année, en fait c'est ma 3e année de professeur comme professeur temps plein. OK. J'étais professeur avant à temps partiel. OK. Puis avant ça, j'ai travaillé beaucoup dans l'industrie, en recherche. J'ai fait, dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat en ingénierie forestière, puis fait que c'est ça. Ça m'aidera à répondre en même temps à la question de qu'est-ce que ça prend pour travailler dans ce domaine-là de la faune, on va dire, de la faune et de la flore. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à aller? En fait, j'ai toujours aimé être à l'extérieur. Ça, je pense, c'est comme un des atouts, là. Okay. C'est d'aimer vraiment la nature, d'aimer l'environnement. À toutes saisons? Toutes les saisons. OK. Spécialement l'hiver. Ah non! Non. OK. Donc, non, c'est ça. Fait que je suis un amant de la nature. Je fais des activités à l'extérieur. J'adore faire la randonnée pédestre, faire du ski. C'est vraiment comme quelque chose que j'aime. Le plus possible, si je peux passer mon temps à quelque part, c'est à l'extérieur. OK. Pas à l'intérieur d'un bureau. Encore, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que c'était parce que la curiosité? Oui, en fait, c'est ça. Fait que l'idée, c'est vraiment un domaine qui est très vaste. On apprend tout le temps. Fait que ce que je réalise en étant professeur, c'est que je connais rien. Encore là? Encore là. Je suis toujours en train d'apprendre. En fait, ce qui est intéressant avec le programme, c'est qu'on invite beaucoup de spécialistes. Puis avec ces spécialistes-là, on fait juste... Nous-mêmes, on apprend, les étudiants apprennent. Fait que c'est vraiment quelque chose qui évolue constamment. Puis on est toujours comme à soif de savoir plus. Et tu as dit qu'avant de devenir professeur à temps plein, comme ça fait 3 ans, oui, tu étais dans le domaine de la recherche. C'était quoi? Tes recherches étaient basées sur quoi? C'est assez spécifique. J'étais en aménagement forestier, qu'appelle. Fait que c'est vraiment la gestion globale de la forêt. Donc, c'est vraiment une échelle beaucoup plus vaste et non pas juste l'arbre. C'est vraiment l'ensemble des arbres. Donc, c'est vraiment... je faisais de la recherche beaucoup sur les calculs de possibilités forestières. Ça, c'est vraiment de savoir... C'est quoi le calcul de possibilités forestières? C'est de savoir combien d'arbres on peut couper dans une forêt sans que cette forêt-là se détériore. Puis qu'on puisse faire une espèce de foresterie durable. Donc, avec le temps, même si on récolte, il va y avoir d'autres arbres qui vont pousser, puis on ne va jamais être en déficit de... On parle de déforestation et... Oui, exactement. C'est justement pour éviter un peu cette situation-là. Mais j'aurais tendance à penser que ce qui s'est passé... ce qui se passe maintenant avec le changement climatique, ça affecte énormément peut-être le niveau des recherches et aussi comment vous approchez la faune, la flore. Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'on parle beaucoup justement dans les cours, on parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Parce que les changements climatiques sont là, veut pas. Et ça va continuer, malheureusement. Ça va continuer, ça va se détériorer. On va avoir beaucoup d'extrêmes climatiques. Ce qu'on remarque, là, en fait, même comme exemple, là, au mois de mai de l'an passé, on a eu le derecho, qui était un coup de vent qui a vraiment... qui a fait beaucoup de dommages dans les forêts de l'Est ontarien et aussi du Québec. Puis ça, ce qu'on remarque justement, c'est de voir, OK, y a-t-il des choses qu'on aurait pu faire pour éviter qu'il y ait autant de dommages aux forêts? Puis, évidemment, il y a les essences d'arbres qu'on aurait pu planter, puis avoir plus de diversité. Donc, c'est ça, les changements climatiques nous amènent à penser autrement, de dire,
on ne peut pas juste penser à la forêt comme étant quelque chose de statique, puis quelque chose qui va nous ramener plus tard. On va la couper, puis on va faire de l'argent avec. Là, c'est plus l'idée de voir, il faut penser à la biodiversité. Il faut penser à comment est-ce que la forêt peut être plus résiliente pour, justement, avec ces extrêmes de température. On va expliquer encore à nouveau la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment juste d'avoir un milieu, un écosystème où est-ce que le plus de différents types de plantes, de faune, pour justement que si, par exemple, il y a un événement catastrophique qui affecte, par exemple, une essence d'arbre en particulier, on a vu la grille du frêne, donc le frêne, s'il est affecté, si on avait juste des forêts de frêne, bien là, il n'y aurait plus rien. Il n'y aurait plus de forêt. Donc, c'est d'avoir plus qu'une essence d'arbre dans une forêt. Ça, c'est déjà là, c'est un bon signe de biodiversité. Okay. D'avoir les micro-organismes aussi qui vivent justement dans la terre, d'avoir des insectes, d'avoir une faune qui est appropriée. Fait que c'est vraiment tout un système qui est diversifié puis qui est complet aussi, qu'on ne peut pas se limiter à seulement une espèce. Est-ce que vous, avec vos étudiants, vous allez visiter ou vous travaillez souvent avec le Musée canadien de la nature? Il y a plusieurs sorties, en fait, qui sont où est-ce que les étudiants s'en vont au musée, justement, pour apprendre l'identification, beaucoup. Parce là-bas, ils ont des espèces... C'est ça, qui sont, oui. Ils ont beaucoup d'espèces végétales, d'espèces fauniques empaillées, puis ils sont capables d'aller identifier ça. Puis il y a des experts en plus là-bas. Fait qu'il y a beaucoup de professeurs de faune qui vont à ce musée-là pour justement montrer un peu aux élèves. Parce qu'évidemment, en nature, on n'a pas l'opportunité de voir tout ce qu'on apprend. Donc, au moins, au musée, on est capable de voir des échantillons. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, comme je l'ai mentionné, ton titre, c'est professeur en environnement forestier et faunique. Et ton cours, il se donne dans un institut qui se trouve au Collège de la Cité. C'est l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire qui s'appelle IFRA. C'est l'acronyme. Et les programmes offerts dans cet institut-là, il y en a plusieurs. Oui. On va parler de la pratique forestière, la technique forestière et le technologue ou la technologue en forestier et faunique. Oui. Pratique forestière, qu'est-ce que c'est? En fait, pratique forestière, c'est un programme d'1 an. La base? C'est la base, en fait. C'est comme une espèce d'initiation, à la forêt et à la faune. Donc, c'est beaucoup des cours d'initiation à l'identification. D'identification des espèces végétaux herbacées, des espèces d'arbres, les espèces fauniques. On a même aussi des cours où est-ce qu'on voit un peu la gestion des feux de forêt, parce que ça c'est une grosse composante de plus en plus avec les changements climatiques. On a aussi un côté où est-ce qu'on regarde plus les insectes et maladies. Donc, c'est vraiment comme un aspect assez global. La maladie des insectes ou la maladie qui pourrait... excusez. OK. Mais effectivement, les insectes et maladies qui pourraient affecter les arbres, par exemple. OK. Fait que puis des traitements qu'on peut faire pour aider justement les arbres à survivre souvent, c'est des insectes exotiques qui envahissent puis qui ont pas de limite parce que justement, ils n'ont pas d'ennemis naturels. Il y a tout ça pour... balancer. En fait, quand on parlait de biodiversité, c'est important d'avoir justement toutes ces relations-là, de proie-prédateur pour que... Comme on appelait la chaîne alimentaire un peu dans cette... OK. Moi, j'ai un peu de cours, j'ai encore une mémoire. Je vais te garder avec moi, Vincent. On va prendre une pause et puis quand on revient après la pause, vous allez prendre des notes pour savoir si vous êtes vraiment habilité à aller dans ce programme. Moi, pas du tout. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope.
En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'informe toujours sur les cours et les programmes offerts à l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire du Collège de la Cité. Avec moi, le professeur Vincent Mekela, qui est professeur en environnement forestier et faunique. Et avant la pause, on parlait des programmes qui étaient offerts. Donc, le premier programme dont on parlait, c'était Pratique forestière, qui est la base pour se lancer dans tout le reste. On prend une année pour le faire. Oui. Après ça, technique forestière et technologue. Si on peut essayer d'expliquer les deux ensemble. Oui. En fait, il n'y a pas une grosse... La grosse différence, c'est que le technique forestière, c'est 2 ans. Okay. Puis technologue, c'est 3 ans. Okay. Donc, le technique forestière, c'est qu'on pousse vraiment la gestion un peu des forêts publiques, puis aussi des forêts urbaines. Fait que c'est vraiment, l'étudiant va travailler beaucoup sur des projets d'aller justement dans des forêts, de faire des inventaires, de données, de récolter des inventaires, des données d'arbres, puis de voir c'est quoi la grandeur, c'est quoi les essences, c'est quoi l'âge. Je suis curieuse. Okay. Je vois un arbre comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un arbre quelque part? Je vois un arbre comme ça et puis je veux savoir, qu'est-ce qu'on veut déterminer encore? En fait, on veut déterminer c'est quoi, premièrement, l'essence de l'arbre. Donc, le diamètre, ça, c'est pour savoir c'est quoi la grandeur. Ça va nous aider à déterminer un peu sa maturité. Comment on fait ça? Habituellement, on a des outils qui nous permettent souvent on appelle ça un pied à coulisses, et ça nous permet de voir le diamètre vraiment là, à la hauteur de poitrine qu'on appelle. Est-ce que c'est ça qu'on voit à l'écran en ce moment? Oui, c'est exactement ça, effectivement. Okay. C'est une étudiante qui est en première année qui fait cette mesure-là. Puis ça, c'est une mesure de base qu'on apprend, qui semble être un peu facile, mais en même temps, il faut toujours l'avoir à la bonne grandeur, à la bonne hauteur pour que ce soit vraiment uniforme à chaque fois qu'on prend ces données-là. Fait que c'est une des choses, on demande à nos techniciens d'être vraiment comme bien organisés puis rigoureux dans la prise de données. Là. Donc, quand on veut parler de personnes qui doivent aller dans ce programme-là, on a parlé de quelqu'un qui aime l'extérieur à toutes les saisons, y compris l'hiver. Il faut aussi être curieux. Oui. Il faut maintenant avoir de la rigueur parce que c'est des données qui pourraient être utilisées pour créer des affaires. Exactement. C'est que la plupart du temps, on va faire un plan d'aménagement avec ces données-là. Donc, on a besoin de faire la récolte de données. Après ça, on fait l'analyse des données au bureau. Et puis après ça, on fait une confection d'un plan d'aménagement qui va nous déterminer qu'est-ce qu'on fait avec notre forêt. Qu'est-ce qu'on fait avec, justement, est-ce qu'on va dessus, est-ce qu'elle est assez mature pour aller la récolter? Est-ce qu'il y a des problématiques quelconques où est-ce que, par exemple, il peut y avoir des insectes, donc il faudrait les traiter. Donc, il y a plusieurs éléments qu'un plan d'aménagement peut avoir. OK. Là, on a beaucoup parlé de la faune. Oui. Et on va parler de la flore maintenant. Puis il y a des images, je pense qu'on pourrait voir de petits pépites là. Alors, je veux savoir, ce volet-là, il entre à quel moment dans le parcours de l'étudiant? Bien, dès la première année, on a... Ça, c'est une belle tortue. Ça fait pas fuir, oui, une belle tortue. Oui. Une serpentine, là, justement, là, qui est pas la plus belle des tortues, d'après moi, là, mais en tout cas, chacun ses goûts. Mais elle a un côté plus préhistorique, là, on dirait. Mais c'est une tortue qu'on voit souvent, donc une petite grenouille, en fait. Puis, dans le fond, on va faire beaucoup de captures. Ça, c'est une petite salamandre. Fait qu'on va faire des inventaires. Autant, on faisait des inventaires au niveau de la flore. De la faune. Puis la faune, dans le fond, il faut faire aussi des inventaires pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce milieu-là, puis est-ce qu'on doit les protéger? Parce qu'il peut y avoir des espèces qui sont menacées dans ces espèces-là. Donc, il faut être en mesure de bien comprendre le milieu dans lequel on travaille. J'ai l'impression que j'ai inversé les deux, faune et flore. Oh mon Dieu, c'est ça, c'est maintenant que je viens de... Pas de problème. En tout cas, alors, donc, arrivé à cette période-là, l'étudiant doit être
ça demande du courage, hein? C'est là, oui, parce que tenir une grenouille, un crapaud, non, c'est pas moi, ça. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, mais on s'habitue. Oui. C'est pas... Faut aimer les animaux aussi. Oui, effectivement. Je pense qu'il y en a qui ont plus d'aptitude à aimer ça, mais je pense que, sincèrement, on s'habitue beaucoup à travailler avec ça. Je pense que c'est vraiment juste une question d'être en contact le plus souvent. C'est ça. Puis on voit aussi comment c'est quoi leur habitude, puis on réalise à quel point c'est pas si loin que ça de nous. Là, ils ont des habitudes, ils doivent se nourrir, ils doivent s'abriter. Je pense que là, en ce moment, on devient beaucoup plus intentionnel dans la manière de regarder notre environnement et comment faire pour le protéger. Pour quelqu'un qui étudie, même en première année, il peut déjà développer cet instinct-là de protection de l'environnement. Oui, tout à fait. Bien, souvent, on a des étudiants, quand on parlait de profil, justement, les étudiants qui aiment l'environnement, c'est quelque chose de base. Puis, à l'intérieur du cours, on sensibilise beaucoup les étudiants par rapport à des enjeux, tous les enjeux écologiques, les enjeux de disparition d'habitat. Donc, tout ce qui est par rapport aussi, on a des cours, justement, ça c'est un cours plus d'arboriculture, comme on peut voir. On fait de la plantation aussi dans des milieux qui ont été abandonnés, des anciennes friches. Fait que ça, c'était une activité bénévole avec les étudiants, justement, où est-ce qu'on allait faire de la plantation. C'est bon aussi de les faire travailler. Oui. Une question que je voulais poser, mais je pense que ma réponse est apparue dans l'une des images. Je suis issue de l'immigration, ça se voit. Puis je me demandais si les personnes immigrantes étaient intéressées par ce programme. Bien, on a, en fait, on a des étudiants internationaux. On a des étudiants, comme je disais, de la République démocratique du Congo, puis du Gabon, du Cameroun. Haïti, peut-être? Haïti, pas tellement. Dans mes années, j'en ai pas eu, je pense. Puis, mais oui, en fait, c'est toutes les... c'est beaucoup des étudiants qui viennent, puis il y en a beaucoup qui restent aussi, puis qui décident, mais il y en a aussi qui reviennent aussi, puis qui décident d'amener leurs outils qu'ils ont appris. Oui. Parce que c'est des outils de gestion. Fait qu'il y a des outils vraiment très généraux qui permettent de, peu importe dans quel milieu on se situe, ça peut être appliqué. Donc, les programmes qui sont dans l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire du Collège de la Cité, il y en a de toutes sortes. Il y a des programmes d'une année, des programmes de 2 ans, des programmes de 3 ans. Après ça, est-ce que c'est possible d'aller à l'université? Tout à fait. En fait, on a des passerelles qu'on appelle entre le collège et l'université, comme par exemple, les étudiants qui font 3 ans, le programme de 3 ans, peuvent aller à l'Université du Québec en Outaouais. Puis ça leur enlève une année de formation au baccalauréat s'ils veulent devenir biologistes. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Donc, sur 3 ans de baccalauréat, il y a une année qui est enlevée, donc ça leur permet de le faire en 2 ans plutôt qu'en 3 ans. C'est bon à savoir. Je ne sais pas combien de minutes qui nous restent là, mais j'ai vraiment envie qu'on parle des perspectives d'emploi parce que oui, on aime l'environnement, mais dans quoi est-ce qu'on peut travailler concrètement? Bien, il y a plusieurs domaines qu'on peut travailler. On peut travailler pour des agences gouvernementales, qui est plus le ministère. En fait, c'est plus vraiment des analyses terrain. Oui, il y a de la recherche, effectivement, mais c'est aussi pour encadrer aussi l'industrie forestière. Ça, c'est un domaine aussi où est-ce que, justement, le ministère est très impliqué parce que, évidemment, les opérations forestières se font dans la forêt. Donc, il faut qu'il y ait un encadrement législatif, réglementaire. Puis il y a aussi tous les consultants en environnement. J'ai travaillé comme consultant durant ma carrière. Donc, comme consultant, comme aussi on peut voir comme arboriculteur, on peut travailler évidemment comme des agences de conservation de la nature. Comme à la CCN, Commission de la capitale nationale. Tout à fait. En fait, eux, c'est vraiment, ils gèrent du territoire. Oui, c'est ça. Fait que l'idée, c'est que oui, ils ont beaucoup de techniciens qui engagent. Oui, j'en ai déjà reçu. Justement, il y a beaucoup d'étudiants qui vont faire des stages aussi à la CCN. C'est ce que je voulais poser aussi comme question. Est-ce que vous avez des partenaires qui permettent à ces étudiants-là d'aller mettre en pratique ce qu'ils ont appris? Bien, durant la formation, on a on va chez les partenaires, en fait. On va en forêt avec des professionnels, on va travailler avec d'autres entreprises qui nous amènent à leur site de travail. Donc, c'est vraiment comme, on est toujours en lien, puis il y a des stages coop aussi qui se donnent pour que les étudiants puissent avoir de l'expérience directement en milieu de travail. OK. Donc, d'ici la fin de son parcours, l'étudiant peut avoir accès à un poste, c'est ce qu'on leur souhaite. En fait, il y a une pénurie de main-d'œuvre présentement. On n'y échappe pas. Il y en a vraiment besoin beaucoup.
Merci beaucoup, Vincent. J'ai adoré discuter avec toi. C'était très intéressant, mais malheureusement, je ne serai pas une de tes élèves. Je vais aller recruter d'autres personnes et puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, www.collegelacité.ca, c'est le site web à visiter pour avoir accès à tous les cours qui sont offerts à l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire du Collège La Cité. On revient juste après la pause avec le peintre héritier Bilaka. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va plonger dans le monde de l'art avec le peintre héritier Bilaka. Un peintre pour qui j'ai beaucoup de respect parce que tu fais un travail extraordinaire. Merci. Pas seulement parce que j'ai déjà travaillé avec toi, mais parce que je vois qu'est-ce que tu fais. Tu veux nous parler de plusieurs de tes œuvres aujourd'hui. Il y en a 2 que tu as sélectionnées, mais une en particulier sur laquelle tu voulais qu'on focus, c'est plutôt Les Rejetés du Nouveau Monde qu'on voit en ce moment, cette belle peinture-là. Qui t'a pris combien d'heures déjà? Pas combien d'heures. Combien de jours, c'est vrai, excuse. Des mois. Oh, wow. Ouais, ça m'a pris 4 mois pour la réalisation parce que ce n'est pas seulement peindre de formes et tout ça, c'est de la recherche avant tout, comprendre les concepts derrière, pourquoi je le peins. C'est pas juste de peindre des amas de corps ou des objets. Donc il y a vraiment un aspect de recherche derrière, comprendre quel élément on met dans l'œuvre et pourquoi on les met. Et ça doit faire du sens. Et surtout que je travaille dans l'idée du symbolisme, quelque chose qui doit répondre à ce que je cherche derrière pour communiquer un message. Donc c'est du temps. Ça m'a pris 4 mois entre l'étape de la recherche et la réalisation. Et tu parles du symbolisme. Est-ce que tu peux m'expliquer dans tes mots, ça représente quoi pour toi? Ça représente, par exemple, ça peut représenter un corps, un objet. Qu'est-ce qui est derrière cette idée de cet objet ou de la représentation de ce corps-là? Ça renvoie à quoi? Ça peut être dans un aspect historique, ça peut être dans un aspect de l'actualité, de la vie quotidienne. Qu'est-ce que cet objet-là ou cet élément-là représente dans l'imaginaire collectif ou même dans mon propre imaginaire aussi? C'est ça ce que je comprends par le symbolisme. Moi, comment je t'ai connue, là, on le sait tous les deux, c'est parce que tu avais des peintures extraordinaires et puis je l'ai dit hier durant la promo de l'émission d'aujourd'hui, qui honore la féminité. Merci. Je pense que c'est un de tes, je ne vais pas dire cheval de bataille, mais c'est quelque chose qui te passionne, d'honorer la femme. C'est quelque chose que tu as pour toi. Et tu as parlé aussi de symbolisme en mettant un accent sur aussi l'aspect de l'actualité. Et c'est à ça que ça ramène Les Rejetés du Nouveau Monde, parce que c'est un sujet d'actualité qui se passe dans ton pays d'origine en ce moment. Exactement, exactement. Les Rejetés du Nouveau Monde, justement, ça part de l'actualité et ça tombe bien parce que nous sommes en plein mois de la commémoration du combat pour les droits des femmes. C'est ça. Et que je pense que c'est quelque chose dont on ne prête pas trop attention, en tout cas sur le plan de l'actualité, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, où il y a une agression ça fait plus d'une décennie déjà. Mais plus loin que ça, mais dernièrement, en octobre, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup plus de
ça s'est accru dernièrement, je sais pas, octobre 2022, quelque chose comme ça. Oui, il y a des protestations un peu partout, mais en fait, sur le plan international, en fait, c'est comme si, voilà, il ne s'est passé rien, quoi. Il y a à peine quelques personnes qui sont au courant de ce qui se passe, mais voilà, est-ce que tu peux juste, parce qu'il y a quelques personnes, ça peut nous aider en tant que... Tout à fait. Donc, c'est depuis plusieurs décennies que ça se passe à l'est de mon pays d'origine, la République démocratique du Congo, où il y a une agression, et dernièrement, il y a peut-être quelques temps, il y a eu une commission d'enquête chapeautée par les Nations Unies. Les experts sont descendus sur le terrain et les rapports dénommés les rapports mapping, qui a clairement nommé les agresseurs, dont le Rwanda, qui agresse, qui soutient des rébellions à l'intérieur de mon pays. Et l'histoire a commencé depuis 1994 avec la guerre qui s'est passée au Rwanda, le fameux génocide. Oui. Et qu'il y a un grand nombre de populations qui ont migré. Et depuis lors, il y a des prétextes selon lesquels voilà, ils sont en train de poursuivre les rebelles qui sont fuis depuis 1974 à l'intérieur de mon pays. Et la conséquence est que voilà, ce sont mes frères et sœurs qui sont en train de mourir. Et les premières victimes, justement, ce sont des femmes et des enfants qui sont les premières victimes. Les plus vulnérables, Et c'est une guerre qui a causé des millions de morts. Et dont personne... C'est d'où le titre « Les rejetés du Nouveau Monde », parce que derrière ça, il y a les intérêts des ressources minières, des ressources naturelles qui sont derrière tout ça. Donc ça devient comme une sorte de mafia, si je peux le dire. Oui, c'est clair que c'est ça que ça veut dire. Mais les victimes innocents, en premier lieu, ce sont des femmes et des enfants. Donc les rejetés, justement, du Nouveau Monde, c'est ces gens-là qui sont oubliés, usés, abusés pour le bénéfice Tu vois, tu me fais penser que chacun à son niveau, chacun à son art peut envoyer un message poignant, peut être un activiste. Parce que ce que tu es en train de dire là, moi je ne savais pas pour la guerre qui durait depuis 1994. Moi, c'est juste dernièrement que, tu vois, j'en ai vu parler dans les médias. C'était octobre-novembre 2022. Mais je ne savais pas que c'était tu sais, toute cette histoire en arrière là, je ne le savais pas. Et puis, je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'apprendre en même temps que moi. Donc, de par ton art, tu es en train d'enseigner. Et ces images-là sont poignantes. On voit des personnes qui sont nues. Ce qui me touche, c'est surtout le bébé que tu as mis en plein milieu. Je sais que c'est fait exprès là. Tout à fait, c'est fait exprès. Explique-moi, explique-moi pourquoi. Parce que justement, c'est encore une fois, c'est cette idée-là du symbolisme, parce que derrière l'image du bébé, justement, je voulais que le public qui soit derrière l'œuvre, qui soit touché. Je voulais justement toucher et interpeller le public pour se poser pourquoi les bébés. C'est vrai que dans la situation, il y a aussi des bébés qui sont morts. Je pense à 1996 ou 97, on a appris, il y avait même des bébés qui étaient mis dans de comment est-ce qu'on appelle ça, des pylônes, on les broyait. Ce sont des histoires qui sont passées à l'est de mon pays. C'est des histoires atroces. Pour ça, c'est carrément des génocides. C'est un génocide qui se passe justement. Donc, c'est cette idée-là, parce que mon approche de manière générale, ça consiste justement à parler de la condition humaine, que ce soit dans son aspect physique et spirituel, et dans un contexte environnemental. Ça peut être ce qui se passe au Congo, ça peut être ce qui se passe aussi au Canada. Moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est ça, c'est justement de parler de la condition humaine. De mettre la lumière sur la condition humaine dans certaines cultures ou bien dans un certain pays. Et des différentes problématiques qui se passent dans la société, que ce soit la société contemporaine, et de faire toujours cette voyage entre le passé et le présent, de voir d'où nous venons, où est-ce que nous en sommes, où est-ce que nous sommes en ce moment, est-ce que nous sommes dans la bonne voie et tout ça. Moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais justement, mon travail, c'est justement créer un effet miroir pour justement faire voir au public ce qui se passe. C'est ça justement ce que j'aime dans l'art, dans la peinture surtout, c'est ça, c'est de créer cet effet miroir et de faire voir au public là où nous en sommes, et c'est à lui maintenant de les reconnecter avec sa propre expérience, ses propres croyances. Et puis se demander qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour changer les choses. Écoute, je te garde avec moi là. Ce que tu dis est tellement intéressant qu'on aurait pu éviter la pause, mais je pense que j'ai besoin de respirer un tout petit peu. On revient juste après. Oui, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble,
lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Fait bien. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec l'artiste peintre Héritier Bilaka qui nous présente en primeur, je viens de l'apprendre, c'est une primeur qui nous présente son œuvre en construction qui s'intitule Les Rejetés du Nouveau Monde, où est-ce qu'il parle, en fait, il décrit une situation politique qui se passe dans son pays, en République démocratique du Congo, dans l'est même du pays. On a parlé un peu de... un tout petit peu de ton approche artistique par rapport à ça. Ça a pris des recherches pour faire ce dessin-là. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. On ne voit pas les visages des personnes qui sont des personnes aînées, on va dire des adultes qui sont sur la peinture. Pourquoi? Oui, je m'étais inspiré d'un artiste américain, Aaron Douglas, qui est un artiste moderniste. Il est déjà décédé depuis longtemps. Quand j'ai vu son œuvre, j'étais touché par surtout cette œuvre qui s'intitulait The Bandage. Il racontait dans sa composition, en tout cas, comment est-ce que les Noirs a été pris de force avec des chaînes pour le faire embarquer dans des bateaux vers le Nouveau Monde. Et quand je vis, et lui, sa technique, c'est juste peindre des silhouettes. Et ça m'a interpellé. J'ai dit, mais derrière ces silhouettes, on peut juste comprendre les messages derrière. Et que dans mon approche, je me dis, moi, je suis en train de dénoncer cette espèce d'individualisme, surtout dans la société contemporaine où tout le monde est devant son écran. Et je me dis, OK, qu'est-ce qui caractérise l'individualité d'un être humain? Peut-être c'est l'un des éléments, c'est le visage. Au-delà du comportement, au fait c'est aussi le visage. Alors, si j'enlevais le visage de mes personnages, on ne verrait que leur humanité, justement. Et donc, je me suis dit, inspirant justement de Aaron Douglas, l'artiste, je me suis dit, OK, je vais prendre les risques, c'est créer cette intrigue-là, justement, d'enlever le visage, enlever cet individualisme et de ne présenter que leur humanité. Et donc, c'est justement d'où m'est venue cette idée-là depuis un certain moment. Je ne sais pas pourquoi l'image, je peux dire plusieurs choses dessus. Autre chose que je remarque, c'est que ces personnes-là, tu parles d'humanité, c'est comme si elles avaient été jetées comme ça sur des pierres. Oui, exactement. L'idée de jeter m'est venue avec cette idée de concept, j'ai fait après la recherche. Oui, les rejetés, donc il y a jeté dans rejeté. Exactement. Je me suis dit, comment est-ce que je pourrais représenter encore une fois cette idée-là d'une humanité qui est perdue qui est rejetée, sabotée. Alors, j'ai pensé à un papier journal. L'histoire derrière un papier journal, c'est quoi? C'est que c'était un arbre qu'on a coupé. Actuellement, on parle justement du changement climatique, donc ça pose un problème. Pour faire du papier. Exact, pour faire du papier. Et après, ce papier est utilisé comme journal. Et après, que le public lit l'information, on les jette, on passe à autre chose, quoi. C'est cette idée-là du rejeté que j'ai voulu développer en tout cas dans cette composition, c'est ces concepts-là du rejeté. Justement, c'est pour ça que j'ajoute des papiers journal froissés parfois, qu'on jette, et accompagnés de ces humains-là qu'on a oubliés, justement. Et l'idée de la pierre derrière, là, c'est justement, ça nous rappelle à cette idée d'une carrière de mine, ou aussi d'une condition de dureté, des difficultés. Et le point de vue en contre-plongée, justement, c'est quelque chose qu'on les regarde en haut, comme si ils ne sont rien, quoi. Voilà, voilà, on vous utilise et puis on vous rejette, quoi. Ce qui nous intéresse, c'est pas vous. Ce qui nous intéresse, c'est que, voilà, vos ressources.
Et ce n'est pas ce qui se passe seulement au Congo. C'est vraiment, ça nous rappelle encore une fois la condition humaine dans sa globalité aussi. Oui. Il y a dans plusieurs endroits dans le monde, plusieurs pays qui vivent aussi la même chose. Donc la précarité aussi, on en parle. Donc les rejeter, tout le monde peut en prendre comme expérience et se dire oui, c'est vrai, ça me parle aussi. Et il y a des couleurs aussi. Ça ressemble limite, on va dire, à certains drapeaux. Je ne sais pas si c'était quelque chose qui était... Non, ce n'était pas voulu, justement. Et c'est ça qui est bien dans une œuvre d'art, justement. L'artiste, quand il communique avec son œuvre, je pense que j'en ai parlé dans une ligne de vos émissions une fois, c'était une communication entre l'œuvre et moi. Mais une fois que l'œuvre est finie, il y a une sorte de l'œuvre me trahit, au fait. Elle est à la portée du public. Et que justement, on m'a dit ça, mais vous avez peint des drapeaux. Je me dis, non, c'était pas ça mon idée. Moi, mon idée, c'est justement essayer de jouer faire le contraste entre les personnages qui sont en noir et blanc et dans un décor très coloré pour créer ces contrastes donner l'idée du passé et du présent. Et que, voilà, je me rendais pas compte de ça. Mais je me suis dit, ouais, c'est vrai, quoi. Et c'est ça qui est génial. Je n'ai pas toujours le contrôle de tout, en fait. C'est comme une œuvre, c'est ça. Moi, je vais voir quelque chose, quelqu'un d'autre va voir autre chose. Exactement. Et tout ça, chacun construit son histoire autour de ton œuvre. Pourquoi les personnages sont blancs et noirs? Justement, je viens de les mentionner tout à l'heure. C'est justement, je me suis inspiré de la photographie d'un artiste photographe contemporain, Seydou Keïta, qui est un artiste internationalement connu. Il est déjà décédé, malheureusement. Mais son œuvre est tellement connue. Et lui... Dans son travail, ce qu'il lui faisait, ce qui m'a fasciné, c'est qu'il représentait à l'époque où la plupart des pays africains venaient à peine d'obtenir leur indépendance. Et qu'il représentait cette idée de l'indépendance avec l'accoutrement des motos, tu vois, cette idée de la modernité que les Africains avaient à l'époque. Et il représentait ça dans un studio. Et je regardais, ça m'a passionné la manière dont il composait son travail. C'était vraiment un montage, c'était pas quelque chose de naturel pris dans le vif, mais c'était toute une composition dans un studio. Et j'aimais la façon dont il présentait. Et ça m'a donné une sorte de nostalgie. C'est vrai que je suis pas né dans les années 60, moi, mais en fait, je me suis connecté tout de suite à ces époques-là, tu vois, les femmes en pagne, les motos et tout ça. Et je me suis dit, ok, j'ai juste... mais je me suis inspiré de cet effet-là, nostalgique. Je me dis, ok, je peux jouer justement avec ça, créer cette intrigue. Et on le voit dans ton site web, pratiquement tous les personnages sont en noir et blanc. Oui. Et donc, je me suis dit, ok, pourquoi justement ne pas créer justement ça? C'est-à-dire dans un environnement contemporain, ça part, c'est quand même des peintures contemporaines. Mais même si j'ai une formation de la peinture traditionnelle, pas une formation académique de mon pays, mais ok, ramener ces contextes-là, ramener ces genres de sujets dans un contexte contemporain, donc créer cette intrigue entre mon attachement au passé, c'est-à-dire à l'histoire et tout ça, et faire voir aussi que je vis dans mon temps, c'est-à-dire dans un environnement coloré. Donc, créer cette balance, n'est pas créer une dualité, mais une balance, une sorte de complémentarité. Et je trouve ça intéressant et ça marche. Etier Bilaka, tu es très très bon. J'adore t'écouter parce que ce que tu dis, ça fait tellement de sens là. Et oui, on parle aujourd'hui des rejetés du nouveau monde que tu me dis, c'est pas encore terminé, c'est en cours de construction. Il reste quoi encore? Quand je regarde là, je me dis, moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus. Non, celle-là, elle est déjà finie. Je disais juste qu'elle est encore en studio, en atelier. Elle n'est pas encore présentée au public. Oui, mais l'œuvre est déjà terminée. En tout cas, je ne sais pas si je dois me dire que l'œuvre est terminée. Est-ce que l'œuvre est réellement terminée? Parce que quand l'œuvre est devant le public, il y a encore des questions qui s'ajoutent. Donc, l'œuvre est en perpétuel... L'œuvre fait son propre parcours, en fait. Oui. Donc, mais tu vois, tu vas pas y aller encore avec des pinceaux pour faire quoi que ce soit. Non. Donc, elle est finie. Est-ce qu'il y a un autre projet en cours? Oui, je voulais aussi mentionner l'œuvre que j'ai fait récemment, qui est actuellement présentée, exposée, j'allais dire, à la Maison de la Francophonie d'Ottawa, subventionnée par le Conseil des Arts d'Ontario, dont je remercie encore une fois. Est-ce que c'est la deuxième image qu'on a? Oui, la deuxième image que je vous ai envoyée. Et c'est quoi son nom à cette œuvre-là? C'est beau. Oui, ça s'intitule Retour aux sources. Retour aux sources. Oui, parce que j'ai circulé en tout cas dans la plupart des galeries, que ce soit à la Galerie nationale, j'ai constaté que c'est vrai que sur le plan conceptuel, il y a de plus en plus d'ouverture, il y a des artistes de différentes origines qui sont en train d'exposer, mais sur le plan visuel, je ne voyais pas quelque chose qui me ressemble moi. Je ne voyais pas quelque chose dont les jeunes se disent ok, c'est reconnecté à ça. Alors, j'ai une fois posé la question dans la galerie, avec l'un des curateurs de la Galerie d'Art d'Ottawa, mais
quelles sont les conditions pour justement, sur le plan visuel, qu'on voit aussi la représentation sur le plan de la diversité. Bon, on a eu une longue conversation par rapport à ça. Alors, d'où m'est venu le projet? Je me dis, ok, au lieu d'attendre, moi, je vais faire le pas aussi. Parce que je suis un acteur, je participe dans la société, je fais partie de la communauté d'Ottawa. Je me dis, ok, en tant qu'artiste, moi, je vais commencer à peindre des histoires, sur le plan visuel, quelque chose qui, dont les enfants qui sont par exemple nés ici, mais dont les parents sont issus de l'immigration, peuvent se reconnecter justement. Et donc, d'où est venu ces projets justement de créer ces tableaux. Merci de nous avoir partagé ton art. J'ai adoré encore une fois discuter avec toi. Et puis pour les gens qui nous regardent à la maison, le site web de cet artiste peintre là, c'est www.heritierbilaka.com. Oui. Il ne fait pas seulement des œuvres à exposer dans des galeries, mais il est aussi disponible pour vous faire des œuvres à vous-même, des portraits comme ça s'appelle. Oui, j'ai déjà eu accès à ce service. J'ai adoré. Je suis une vendue, je le dis. Merci. Et puis www encore une fois, www.heritierbilaka.com, c'est son site web à visiter si vous voulez avoir un contact avec lui. On va rester toujours dans le domaine artistique, mais cette fois-ci, après la pause, on parlera de chansons avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir... Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, j'ai le très grand plaisir de vous présenter grand-père Dominic Rankin et les grands chefs héréditaires Anishinaabe. Soyez avec nous. Pour tout l'amour du monde, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Cette semaine, on parle avec David Moïpatayi, l'animateur du nouveau balado Quelle histoire qui met à l'avant-plan des gens d'ici avec des histoires exceptionnelles. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, une information importante et intéressante que j'aimerais partager avec vous, c'est celle de vous inviter à participer au gala d'excellence prix du RAF. Et le RAF, c'est le regroupement Affaires Femmes. On a reçu dernièrement la directrice générale, si je ne m'abuse, qui venait nous parler en fait de ce gala-là qui est là pour honorer les femmes, tout autour du Canada, en fait, des femmes qui se sont démarquées, des femmes qui sont issues de l'immigration. Alors, ce gala-là promet de belles choses. Ça va se faire ce 15 avril au Centre national des arts. TV Rogers est fier partenaire de ce gala-là. Pour se prendre des billets, c'est très facile. Vous pouvez aller à leur site web au www.affemmes.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, j'aurai la chance de parler avec le directeur général de la Maison de la francophonie d'Ottawa. Il va nous parler de tous les projets futurs du CMFO. On va aussi discuter avec le groupe Moonfruit qui va nous parler de sa prochaine prestation au Festival des sucres du Musée au Parc Vanier. On se voit demain à 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? La semaine prochaine, je vous invite à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière Bellevue dans le secteur d'Elmer, où reposent les pionniers de ce secteur. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Vous regardez TV